Bonjour, docteur de Guglielmo, chef de service de néphrologie et d'hémodialyse. Dans le cadre de la FMC, je vais vous parler aujourd'hui des prises en charge des dysnatrémies aux urgences. Les dysnatrémies, on a donc l'hypernatrémie et l'hyponatrémie. On commencera par l'hypernatrémie qui est un petit peu plus rapide à discuter et on parlera après de l'hyponatrémie. Les hypernatrémies, la plupart du temps, vous avez des patients qui sont déshydratés. C'est en tout cas le premier motif et de très très loin d'hypernatrémie. Vous avez des carences d'apport, notamment chez les patients âgés qui ont soit des traitements inadaptés, soit une incapacité d'avoir accès à l'eau et des patients qui arrivent du domicile ou de maison de retraite avec un tableau de déshydratation globale. Plus rarement aux urgences, des perfusions hypertoniques qui n'ont pas été adaptées. Là, on est plus sur de l'avis interservices parce qu'on est sur des patients hospitalisés la plupart du temps. Le critère majeur pour la prise en charge de cette hypernatrémie, ça va être la tolérance. Est-ce que le patient a simplement une hypernatrémie biologique avec des muqueuses un peu sèches? Dans ce cas-là, on va être sur une réhydratation simple qui peut se faire dans n'importe quel service. Ou est-ce qu'on va déjà avoir des troubles de la conscience, une hypotension, des marbrures, voire une anurie? Là, dans ce cas-là, on est sur une prise en charge plus urgente qui nécessite soit du soin intensif, soit des fois, rarement, mais ça arrive quand même, de la réanimation et en tout cas une surveillance et une adaptation des perfusions de réhydratation qui souvent nécessitent une hospitalisation en néphrologie. Je vous ai dit dans le contexte du patient que la plupart du temps c'est des déshydratations. On a très 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 souvent des traitements qui ne sont pas adaptés. Je vous rappelle que les diurétiques sont des traitements symptomatiques qu'il est nécessaire de les adapter à la volémie du patient. Alors c'est pas au jour le jour, hein, mais c'est au moins au mois. Et dans l'idéal, une éducation du patient à se peser et à prendre régulièrement sa tension peut aider à améliorer la tolérance de ces traitements et en tout cas à limiter fortement les hospitalisations. Je rappelle aussi, j'en profite, les inhibiteurs de SGLT2 qui sont arrivés il y a peu de temps sur le marché français, que sont le Forxiga ou le Jardiance, sont des traitements diurétiques. Ils inhibent le cotransport glucose-sodium de type 2 en l'occurrence, et du coup favorisent une natriurèse abondante en plus de la perte de glucose dans les urines, et du coup ont un effet diurétique qui est conséquent et surtout très proximal sur le tubule. La prise en charge, elle est parfois un peu compliquée quand on a une hypernatrémie, surtout quand on a des hypotensions qui sont associées. On a très, très envie de mettre dans ces cas-là des solutés isotoniques, que sont, le NaCl typiquement, hein, c'est celui qu'on utilise le plus. Mais c'est vrai qu'on a envie de se dire aussi que mettre du sodium à des patients qui ont déjà une hypernatrémie, c'est pas évident. Je vous le confirme, c'est pas évident du tout. C'est pour ça que la prise en charge dans des services spécialisés, la plupart du temps, elle s'impose. Bien entendu, si c'est des patients qui ont des perfusions de solutés hypertoniques ou qui ont des diurétiques, on arrête ces traitements puisqu'ils sont fortement pourvoyeurs d'hypernatrémie. Et enfin, on commence à mettre en place assez rapidement une réhydratation. Alors, prudente, parce qu'on ne va pas balancer 15 litres de soluté à un patient a fortiori fragile et déshydraté, mais il va quand même falloir le mettre en place rapidement, parce que vous avez vu que le degré d'urgence, il dépend quand même de l'examen clinique. Et la plupart du temps, un patient qui arrive avec une hypernatrémie et déjà des muqueuses sèches, il est à fort risque de développer des troubles plus graves, que ce soit des troubles de la conscience ou des troubles de l'attention. Le soluté idéal, c'est le G5, il est assez facile à manipuler. Attention, quand on a de très grandes hypernatrémies, pardon, on peut se retrouver assez facilement à devoir utiliser du G2,5. Et enfin, si on a un patient qui est capable de boire l'eau minérale ou l'eau du robinet, ça fonctionne aussi très bien pour réhydrater les gens. Après, la question, c'est de savoir s'ils sont capables ou pas de déglutir et s'ils n'ont pas de nausées ou vomissements qui peuvent poser problème avec la réhydratation péros. La plupart du temps, la réhydratation péros et la réhydratation intraveineuse sont nécessaires. Chez les patients diabétiques pour lesquels on n'a pas envie de mettre forcément des solutés glucosés, malheureusement, on n'a pas tellement le choix et on passe en général transitoirement avec un traitement par insuline qui nous permet de limiter les excès de glycémie.
La surveillance, clinique, alors chez les patients qui sont anuriques et qui se remettent à pisser avec, juste, 1 litre ou 2 de G5, on est plutôt content, c'est assez facile. Après pour le reste, on est sur de la surveillance clinique, standard. L'état de vigilance du patient, l'état des muqueuses, ça nous aide bien, notamment au niveau de la bouche. Faut pas hésiter à faire des soins de bouche à ces patients-là qui souvent ont une langue en tout cas qui est très chargée. Liées aux sécrétions qui sont sèches à l'intérieur de la bouche, ça les gêne pour pouvoir reprendre une hydratation péroce. On surveillera bien entendu la tension et puis la glycémie. Le ionogramme sanguin, alors nous dans le service de néphrologie, on est plutôt sur du 12 ou 24 heures. Parfois chez des patients qui sont très hypotendus, faire un ionogramme toutes les 6 heures, ça peut être nécessaire et on vise une baisse de, la natrémie entre 5 et 10 millimoles par litre par jour. Ça sert à rien d'aller plus vite. Le risque, c'est de créer des problèmes plus importants aux patients avec des variations osmolaires, notamment au niveau des cellules cérébrales qui peuvent être problématiques. L'hypernatrémie, c'est relativement simple parce qu'on n'a généralement qu'un contexte. On est sur des patients qui sont très, très déshydratés. Les hyponatrémies, en revanche, ça pose plus de soucis. On revient sur un contexte, patient qu'il est important à avoir. On va regarder l'état général du patient et son état nutritionnel. Soit l'hyponatrémie, elle est liée à un patient qui est très déshydraté, très dénutri, qui n'a finalement pas d'apport du tout en sodium. Soit on a un patient qui, à l'inverse, va être en surcharge avec un excès d'eau. On n'a pas de problème de sodium en soi, mais on a une eau, qui est trop importante. Donc les signes de surcharge et vous voyez que le traitement enfin vous verrez plutôt que le traitement est pas du tout le même. On regarde toujours la tolérance aussi de cette hyponatrémie, la conscience en particulier, c'est ce qui va conduire le patient ou non en soins intensifs, voire réanimation. Le signe premier, c'est quand même l'anorexie et les vomissements avec, des patients qui, l'organisme des patients se défend finalement et empêche toute absorption, de liquide, en lien avec l'excès d'eau. La cinétique d'installation, elle est très, très importante. Un patient qui est envoyé par son médecin traitant pour une hyponatrémie, la question qui se pose, c'est: est-ce que l'hyponatrémie, elle était déjà là il y a 3 mois et qu'elle progresse, voire qu'elle, se stabilise? Ou est-ce qu'on avait une prise de sang qui était strictement normale une semaine avant et que là, on a un patient, qui est, fortement hyponatrémique? On verra tout à l'heure, que la prise en charge, la différence, elle est quand même importante. On fait toujours attention, peu importe le problème néphrologique ou ionique, la plupart du temps, on a des soucis de iatrogénie. Les diurétiques en premier lieu, qui, provoquent une natriurèse forcée. Tous les diurétiques qui sont utilisés et qui sont sur le marché fonctionnent de la même façon à différents niveaux sur le tubule, mais ils fonctionnent tous de la même chose en bloquant la réabsorption du sodium pour provoquer l'augmentation de la diurèse et la perte de réabsorption de sodium peut conduire à des hyponatrémies. Le lithium, par des mécanismes un petit peu différents mais très pourvoyeurs d'hyponatrémie aussi. Les benzodiazépines, les IPP, encore une fois, c'est des mécanismes qui sont un petit peu différents que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui. La prise en charge de l'hyponatrémie. Je vous rappelle la définition de l'hyponatrémie, c'est une natrémie inférieure à 130 millimoles par litre. La gravité, c'est la sévérité plutôt, c'est une hyponatrémie inférieure à 120. Là, on va se poser la question de savoir si l'installation est rapide ou non. Si on est sur une installation lente en plusieurs mois, on va regarder ce qui se passe au niveau symptomatique. Est-ce que le patient tolère bien ou ne tolère pas son hyponatrémie? S'il y a des signes cliniques avec un patient qui tolère mal son hyponatrémie, là, il faudra une prise en charge spécialisée en fonction de la symptomatologie, soit en néphrologie, soit en réanimation. Si l'installation elle est rapide, vous avez un bilan biologique une semaine avant qui est strictement normal, et là vous avez une hyponatrémie à 113, clairement il faut une prise en charge spécialisée, il n'y a pas de question à se poser. A l'inverse, vous avez un patient qui arrive avec une hyponatrémie qui n'est pas sévère, aux alentours de 125, 128. Il est absolument pas symptomatique. Là, on va regarder sa volémie. La question, c'est: est-ce que le patient est déshydraté? Est-ce que dans ce cas-là, il faut lui apporter du sel et de l'eau? Est-ce que le patient est en surcharge? Auquel cas, on mettra en place une restriction hydrique et des diurétiques. La restriction hydrique, ce qu'on fait habituellement en fonction de la natrémie,
c'est qu'on a tendance à mettre 500 millilitres d'eau par jour en restriction et on réévalue à 24 heures pour voir comment tolère le patient. Si au contraire on a un patient qui est totalement normovolémique, ce qui peut grandement nous aider dès la prise en charge aux urgences, c'est de faire un premier bilan de SIADH. On peut assez facilement sur une prise de sang contrôler le cortisol, alors idéalement à 8 heures, je vous l'accorde, il faut que ça tombe au bon moment de la journée. La TSH, elle est rapidement faisable. Faire une radiographie pulmonaire, vérifier qu'il n'y ait pas de lésions pulmonaires qui sont à chaque fois très pourvoyeuses de SIADH, même avec des pneumopathies qui paraissent simples. Dans ce cas-là, le traitement, c'est la cause, le traitement de la cause, pardon. Faire une imagerie cérébrale, là encore une fois, les atteintes neurologiques cérébrales, les méningiomes, les tumeurs cérébrales ou les méningites peuvent régulièrement donner des hyponatrémies. En ce cas-là, encore une fois, le traitement de l'hyponatrémie, ce sera le traitement de la cause. Et faire un ionogramme urinaire avec donc le sodium, le potassium, le chlore, l'urée et la créatinine sur un ionogramme sur échantillon peuvent nous aider, nous, derrière, pour mettre en place le traitement le plus adapté et le plus rapidement possible. Le temps d'attente, malheureusement, qui s'allonge aux urgences, peut permettre aux patients d'avoir déjà ces bilans-là et permettre d'avancer sur le dossier. Comme pour les hypernatrémies, il est important de corriger lentement les hyponatrémies. Plus l'hyponatrémie est ancienne, plus la correction devra être lente. Maximum chez des patients qui sont très symptomatiques avec des insuffisances, des hyponatrémies qui sont très aiguës, on pourra aller jusqu'à 10 millimoles par litre par jour. Idéalement, on vise plutôt 5 à 8 millimoles par litre par jour. Un ionogramme toutes les 6 à 8 heures si les patients sont symptomatiques pour vérifier qu'on ne remonte pas trop vite l'anatrémie. Si les patients ne sont pas symptomatiques et qu'on est sur une hyponatrémie d'installation très lente, un ionogramme toutes les 24 heures suffit amplement. Si vous êtes devant une correction trop rapide, vous avez commencé à prendre en charge votre patient qui était symptomatique, il s'améliore rapidement et vous vous rendez compte que l'anatrémie allait remonter de 15 à 20 millimoles. Dans ce cas-là, vous arrêtez les traitements que vous avez mis en place et on peut reperfuser du G5, le traitement de l'hypernatrémie finalement qu'on va mettre en place pour ralentir la hausse de l'anatrémie et revenir à une courbe d'ascension de l'anatrémie qui est plus compatible, on va dire, qui va limiter les complications. Je vous remercie pour votre attention.